Chronique hors-jeu du 12 juin 2026. La mode ne connaît ni temps ni lieu. Par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. La fashionista de Versailles. Depuis 2 ou 3 mois, dans le métro de Paris, cette affiche représentant une jeune personne tenant une fleur près de la bouche, dans une pose à la fois sensuelle et défiante, accroche mon regard. Son nom est Utica Queen, et c'est un acteur américain. Prendre un natif du Minnesota pour représenter la mode française au XVIIIe siècle montre la volonté de briser les règles de cette étonnante exposition. Le menton légèrement relevé, le cou allongé et une perruque rose montant vers le plafond, elle semble avoir peu dormi depuis la dernière fête galante. En effet, elle vient de loin, puisque c'est une émule de Marie-Antoinette, cette fashionista de Versailles, qui perdure dans la mémoire collective par son goût sûr du chiffon et un inoubliable corset aux lignes si nettes qu'il paraît incongru parmi toutes ces robes faux-foutantes. On comprend, en voyant ce corset, qu'il a pu être responsable de cette épidémie d'évanouissement dans les bals de Versailles, où on était obligé de danser sans discontinuer, tout en se demandant comment Marie-Antoinette pouvait entrer dans cet étroit sous-vêtement. C'est dur d'être belle à Versailles, quand on doit porter des robes à la traîne interminable, sans compter ces accessoires qui les font peser 1 tonne. J'avais bêtement relié le XVIIIe siècle uniquement à la philosophie, en oubliant la mode, mais cette exposition bien fournie m'a démontré que j'étais passé à côté d'une révolution aussi importante que celle de la raison au siècle des Lumières. De plus, le vêtement est aussi politique, puisqu'il entrave parfois le progrès en empêchant la femme, plutôt aristocrate, de faire ce qu'elle veut dans l'espace qui lui est alloué. Le vêtement nous apprend tant de choses à propos d'une époque qui serait plus opaque, sans cet art de s'habiller ou de se déshabiller qui attise les rêves des femmes sans cesser d'exciter les désirs des hommes. Une vraie ruche. Avant, c'était celle qui portait les vêtements qui nous fascinaient, surtout ces aristocrates aux formes fines. Aujourd'hui, ce sont les couturiers que nous applaudissons à la fin du défilé. Et c'est idem pour le cinéma, où ce ne sont plus les actrices, mais les réalisateurs qui emportent le morceau. Ce qui n'a pas changé, c'est le regard avide de ces femmes de tous âges et de toutes conditions sociales que cette industrie du regard cherche à séduire. Et elles arrivent de partout, de l'étranger comme des villes les plus éloignées de Paris, cet immuable centre de la mode. Ce n'est pas le public silencieux des musées, c'est ici une vraie ruche, car s'habiller est une passion populaire. On les entend se plaindre de la situation de ces jeunes filles obligées de porter un tel fardeau, ces robes pourtant magnifiques, mais encombrantes, dans l'unique but de plaire aux hommes. On entend aussi quelques voix prendre pitié de ces femmes d'une époque pourtant pas révolue, qui ne cessaient de s'évanouir à cause d'un corset trop serré. D'autres se lamentent de certains savoir-faire perdus quand c'est devenu une industrie. Enfin, il y a celles plus nombreuses qui s'exclament à propos d'une robe « celle-là est pour moi », tandis que la réplique fuse « sais-tu combien ça coûte ?» et ça finit dans un éclat de rire. La disparition d'une lettre. Chez les fashionitas du XVIIIe siècle, ma préférence va, on s'en doute, aux incroyables et merveilleuses. Ces jeunes femmes punk d'une époque assez corsetée. Elles sont royalistes, riches, s'habillent de façon décontractée, insultent les bourgeois et ne cessent de provoquer partout
où elle passe. Elle pousse le bouchon jusqu'à s'attaquer à la langue. Figurez-vous qu'elles ont refusé de prononcer la lettre R, sûrement pour agacer ceux qui la roulent trop. Quand on sait l'influence du XVIIIe siècle sur le français haïtien, le siècle le plus proche de notre sensibilité politique, on voit défiler la Révolution, le goût d'argumenter et l'insatiable curiosité d'une époque où s'activent Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert et Madame du Châtelet. Alors on se dit que c'est peut-être de cette époque qu'est venu chez les Haïtiens ce dégoût du R, tandis que l'Africain le triple parfois. Le désir d'élégance. Je me revois couché sur le dos dans la grande chambre, celle de ma grand-mère, que ma mère et mes tantes envahissent pour s'habiller les soirs de bal. Elles sortent leurs robes qu'elles cèdent à enfiler tout en comparant leur stratégie pour la soirée. Je découvre étonné que le vêtement possède d'autres fonctions que de simplement cacher la nudité. Ce bal est un événement qui se prépare longuement. On doit attendre le nouveau catalogue qui arrive de Port-au-Prince pour pouvoir choisir le modèle de la robe qu'on veut porter. Et la machine à coudre Singer se met à chanter matin et soir. Pendant qu'une de mes tantes cousait, les autres partaient acheter les tissus, sans oublier le fil approprié, les ceintures et les chapeaux. Le chapeau a remplacé la perruque, disparue brutalement. Cette recherche d'élégance est la même dans une petite ville d'Haïti qu'à Paris ou à Milan. Cette magnifique robe noire qui ressemble à un ciel étoilé aurait été la préférée de ma mère. Il n'y a pas que les femmes à petits gouaves pour se passionner de mode. Les frères jumeaux qui vivaient dans la petite rue ombragée qui donne sur le port aimaient parader le dimanche après-midi dans leurs nouveaux vêtements, toujours plus extravagants que ceux confectionnés la semaine précédente. Ma mère et mes tantes les regardaient passer avec ravissement et une pointe d'envie. Mamselle. J'ai trouvé savoureuse de modernité cette description d'un chef de guerre de Saint-Domingue, plus tard Haïti, faite par un jeune colon français venu s'enrichir dans les dernières années de la colonisation. S'il prend la peine de décrire Mamselle aussi minutieusement, c'est qu'elle a été lui-même impressionné par une si étonnante apparition. Nous sommes en 1790, au début de l'insurrection des esclaves dans la plaine du cul-de-sac. C'est relaté dans son livre « Voyage d'outre-mer et infortunes les plus accablantes de la vie de M. Joinville-Goban, 1791 ». Encore un qui ignorait qu'il débarquait dans un immense camp de travail, c'est-à-dire en enfer. Pourtant, l'œil de ce Joinville-Goban reste vif pour décrire cet étonnant personnage qui aurait pu se retrouver dans le catalogue de cette exposition du Palais Galliera. Mamselle, en langage créole, veut dire mademoiselle. Cet individu était nègre africain de nation Ibo, voué au costume de dame depuis la Révolution, qu'il portait avec orgueil, même dans la guerre. Il s'affublait encore d'anciens chapeaux à la grecque, ornés de plumets, ainsi que des brimborions qui étaient relatifs. Un valet de chambre était chargé chaque jour de lui poudrer les cheveux, de le chausser avec des souliers à talons rouges, enfin de faire sa toilette comme à une petite maîtresse. Les jours de cérémonie, il se faisait porter par ses gardes sur un palanquin orné de pavillons en couleur. Cette pasquinade lui mérita le nom qu'il prit lui-même. Il paraît que Mamselle n'était pas le genre à croiser sur un champ de bataille. Il est clair que c'est l'ancêtre d'Utica Queen.